merci beaucoup pour votre présence de cette conférence en fait, qui est organisée autour d'un événement, autour de la sortie donc, de ce livre. C'est pour ça qu'il y a deux piles par d'autres. De ce livre qui s'intitule La fabrique des jardins, du jardin à la Renaissance, sous la direction donc, de Lucie Gauguin, ici présente, qui va se présenter plus longuement après, Pascal Liévaux, de même, et Alain Salamagne, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc c'est un... En fait, moi je suis... je le présente aussi, je suis tuteur. Donc c'est les Presses universitaires François Rabelais. C'est la maison d'édition de l'Université de Tours. Donc ça, c'est un travail, ça fait partie des travaux qui sont menés au sein du CESR, Centre d'études de la Renaissance. Et en fait, ce livre, donc nous on est là pour valoriser les travaux de la recherche au sein d'une collection sur la Renaissance, au sein d'une collection qui s'appelle Renaissance, donc qui traite de la civilisation de la Renaissance. Et donc c'est un livre qui a été préparé minutieusement. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire un PowerPoint, donc des images qui défilent, moi je trouve que c'est mieux que les gens aient le bouquin entre dans les mains pour que vous voyez ce que c'est, tout simplement, que vous puissiez au fur et à mesure que vous entendez les conférenciers parler, que vous puissiez feuilleter le livre, le consulter, ça sera quelque chose de plus, je pense, pédagogique à la limite. Voilà. Allez-y, faites-le circuler. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Tenez. Et donc, voilà. Donc c'est un livre, en fait, pour la conception, c'est un travail en fait, de 5 années. Donc c'est un groupe de chercheurs qui ont souhaité travailler sur justement ce jardin de la Renaissance, sa complexité, à partir des sources, bien entendu. Donc beaucoup de choses, beaucoup de sources, beaucoup de plans, de photos. Et donc nous on a éditorialisé ça de manière à ce que ça soit évidemment le plus agréable possible, que le propos scientifique soit accompagné aussi d'un appareil éditorial qui rende la lecture aisée. C'est ça notre rôle, c'est de faire en sorte que les travaux scientifiques soient accessibles au plus grand nombre, au public intéressé. Je vais vous laisser la parole. Bon, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Donc merci Samuel pour cette présentation. Effectivement, Lucie Gauguin, Alain Salamagne et moi-même avons veillé à ce que les textes soient à la fois sérieux au plan scientifique et étayés, bien entendu, mais aussi accessibles au plus large public. Donc je me présente, je suis Pascal Liévaux, je suis conservateur général du patrimoine au ministère de la Culture. Et j'ai aussi enseigné plusieurs années à l'université de Tours et j'étais chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Donc je vais quand même dire un mot parce que c'est un lieu assez magique et malheureusement, comme il y en a peu en France, c'est un centre interdisciplinaire qui dépend de l'université et du CNRS et dans lequel c'est une très belle maison. L'environnement, je pense que ça compte, avec une jolie cour, avec une sorte de petit jardin, justement, une belle bibliothèque et des salles de conférences dans lesquelles on peut organiser des colloques et aussi un lieu où on peut accueillir des collègues étrangers. Et cette pluridisciplinarité, elle s'exprime par le fait que se retrouvent dans ce centre des spécialistes de différents domaines de la connaissance, l'histoire de la médecine, l'histoire de l'architecture, l'histoire de la peinture, l'histoire du droit, l'histoire du théâtre, de la musique, autour de cette période de la Renaissance. Alors la Renaissance au sens large, puisque vous verrez donc, dans l'ouvrage, il y a finalement des textes qui portent sur une période qui va de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, donc en fait l'ensemble de la période qu'on appelle dans le milieu académique la période moderne, mais parce qu'aussi cette Renaissance, elle est intéressante à envisager dans la longue durée, c'est-à-dire avec à la fois ses prémices dans la période qui la précède et puis ses retombées dans la période qui suit. Donc notre objectif, quand on s'est lancé à la fois dans le colloque et ensuite dans la publication, qui est une sorte d'extension du colloque, c'est un travail qui s'est
enrichi progressivement, c'était par exemple de discuter l'impact, le fameux impact des modèles italiens, puisqu'on dit souvent, c'est un peu une tarte à la crème, que le jardin français de la Renaissance est né en quelque sorte de la reprise des modèles italiens. Alors il y a une part de vrai dans tout cela, mais ça demande à être fortement modulé. C'est un des sujets qui sont abordés dans l'ouvrage. Aussi la question de la relation entre le jardin et la demeure, entre le jardin et l'architecture, qui est extrêmement intéressante, de même que la relation qu'entretient le jardin avec son environnement, avec le paysage, avec le territoire sur lequel il s'inscrit, qui évolue beaucoup depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance. Les liens aussi entre les sciences, les techniques et cette histoire des jardins, parce que les jardins, ce sont des lieux d'expérimentation, des lieux dans lesquels se croisent des expertises, des savoirs extrêmement élaborés, et cela nous semblait aussi un sujet particulièrement intéressant. Un autre sujet beaucoup plus contemporain qui est celui de l'aménagement ou du réaménagement de jardins dans des sites patrimoniaux, avec toutes les questions que cela pose en matière de documentation historique et de déontologie. Et puis un autre point aussi, c'était au-delà, parce que l'histoire des jardins, surtout l'histoire des jardins de la Renaissance, pendant longtemps, ça a été essentiellement l'histoire des jardins des grandes demeures. Alors évidemment, ce sont dans ces jardins que s'expriment les éléments les plus modernes, les plus contemporains, les plus novateurs, bien souvent. Et puis aussi, ce sont les jardins qui sont le mieux documentés. Mais on a essayé d'élargir un peu le propos à des jardins plus modestes, de la petite aristocratie, mais aussi de la bourgeoisie des villes. Et donc, il y a notamment un article là-dessus qui est, à mon avis, extrêmement novateur. Et puis, bien sûr, il s'agissait, mais ça c'est ontologique à toutes les recherches qui sont menées au sein du Centre d'études supérieures de la Renaissance, de croiser les regards d'historiens de l'art, d'archéologues, de biologistes, spécialistes de la botanique, de géographes, de paysagistes et d'architectes, et de manière vraiment à avoir des regards très, très différents portés sur cette histoire du jardin à la Renaissance. Ces jardins de la Renaissance, ils ont pour l'essentiel tous disparu, pratiquement, mais on peut en faire l'histoire à travers une documentation qui est relativement abondante, surtout à partir de cette période. Alors c'est une documentation qui est archivistique, c'est une documentation qui peut être aussi littéraire, il y a pas mal de sources littéraires qui sont intéressantes à mobiliser. C'est une documentation qui peut être cartographique, mais bien sûr aussi toute une iconographie, que ce soit dans les enluminures, que ce soit dans les gravures, les recueils qui ont pu nous parvenir. Et puis l'autre élément pour faire cette histoire, c'est l'archéologie. L'archéologie des jardins, qui a connu ces dernières années des développements extrêmement intéressants et qui permet de retrouver des traces anciennes de ces jardins, soit disparus, soit sur lesquels on a constamment refait des jardins pour les mettre au goût du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la culture contemporaine, les jardins on assiste depuis quelques années à un regain d'intérêt pour le jardin et à une histoire des jardins qui est une science relativement récente qui s'est beaucoup développée. Et puis les jardins sont reconnus désormais comme un patrimoine culturel à part entière. Il y a des journées des jardins, il y a Journée nationale des jardins, Journée européenne des jardins, il y a des jardins remarquables qui est un label du ministère de la Culture. Donc il y a toute une politique de patrimonialisation
de mise en valeur et de suivi aussi et de restauration de jardins qui semblent d'un intérêt patrimonial fort. Et puis il y a l'intérêt écologique aussi, bien sûr, de ces jardins qui aujourd'hui est essentiel, puisque ce sont des lieux d'une grande biodiversité en général, qu'il est intéressant aussi d'examiner et de conserver sous cet angle. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Il y a tellement de formes différentes de jardins et surtout tellement de créations diversifiées à travers le temps et l'espace, même si on s'en tient au seul espace européen, qu'il est difficile de donner vraiment une définition du jardin, sinon qu'il s'agit d'un espace qui est mis en dehors de l'espace du paysage, du territoire, et qui est un espace sur lequel l'homme pose son empreinte avec des intentions qui changent évidemment beaucoup selon les époques et selon les lieux. C'est un espace aussi dans lequel s'inscrit un rapport particulier entre l'homme et la nature, et ce rapport entre l'homme et la nature qu'expriment les jardins dans leur histoire nous en dit beaucoup sur les civilisations et finalement on va bien au-delà de la seule histoire des jardins. Donc les différentes contributions à l'ouvrage parlent de cela, bien entendu, et aussi bien de jardins qui sont dédiés à la pure délectation, c'est quand même l'essentiel du jardin, hein, c'est d'éprouver un plaisir au contact de la nature, mais aussi des jardins plus productifs. Et souvent, d'ailleurs, le lien entre ce jardin productif et ce jardin de délectation est extrêmement intime. Et il est parfois difficile, et pas forcément intéressant d'ailleurs, de voir où se passe la frontière entre les deux. Vous savez qu'à la Renaissance, par exemple, un jardin tel que celui du château de Villandry, qui est une restitution d'une idée d'un jardin de la Renaissance, mêle avec bonheur les fleurs et les légumes et les fruits dans une vision esthétique globale. Et là, on voit bien que jardin de production et jardin de délectation sont totalement mêlés. Donc, il y a toute une typologie très variée, très large des jardins et qui est très fluctuante aussi. Selon la topographie, on a des jardins de niveau ou des jardins de pente, on a des jardins secrets ou des jardins de représentation, on a des jardins collection à la manière des cabinets de curiosité qui se développent beaucoup à la Renaissance. Vous savez que la Renaissance, c'est une période une grande période pour les collections, pour les collectionneurs. On essaie d'avoir une vision encyclopédique du monde et de la connaissance, à laquelle les jardins, bien sûr, participent. Ça peut être un jardin d'eau ou un jardin sec. Ce peut être donc un jardin de plaisir ou d'utilité. En général, de toute façon, le jardin, c'est un lieu à la fois polyvalent et polysémique et aussi multifonctionnel. Un lieu d'innovation, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire un vrai laboratoire scientifique et technique, aussi bien pour la botanique que, par exemple, pour l'hydraulique. L'aménagement des grands jardins, notamment en France, a fait faire de grands progrès à l'hydraulique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des savants qui circulaient d'un pays à l'autre. C'est vraiment une histoire européenne que celle des jardins. D'ailleurs, il y a des contributions qui portent sur différents pays, la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, cette histoire européenne de circulation à la fois des hommes, mais aussi des plantes, qu'il faut avoir bien sûr à l'esprit. C'est aussi un lieu où l'optique se développe beaucoup. On sait que l'art de Le Nôtre, par exemple, est un art essentiellement basé sur la maîtrise des jeux d'optique. Vous savez que ce qui fait la spécificité d'un jardin régulier de Le Nôtre et de ses prédécesseurs et ses successeurs, c'est que vous avez l'impression de voir le jardin dans sa globalité, mais en fait, quand vous déambulez à l'intérieur du jardin, vous assistez à des apparitions, des disparitions d'éléments et à des changements de scène, un peu comme dans un théâtre, lorsque le décor monte du fond ou descend
récent des cintres, eh bien, tous ces jeux-là, évidemment, sont basés sur la science de l'optique. C'est aussi un lieu de détente, de jeu, de plaisir. Il y a des jeux dans les jardins. Par exemple, à Marly, Louis XIV avait fait aménager une sorte de golf. Il y avait aussi sur des rails un char, un petit peu comme une montagne russe, qui dévalait les pentes, et ça amusait beaucoup évidemment les gens de la cour d'aller aussi vite. C'était pas d'ailleurs sans danger. C'est un lieu évidemment de plaisir esthétique, bien sûr. C'est aussi un microcosme symbolique. C'est aussi un lieu de philosophie, un lieu parfois de représentation du pouvoir. Par exemple, les jardins aménagés par Louis XIV, on sait toute l'attention que ce souverain portait à la question des jardins. Et puis aujourd'hui, c'est une attraction touristique dont il ne faut pas oublier l'impact. Et il y a par exemple un article très intéressant sur le réaménagement de jardins au château de Chambord, qui bien évidemment contribue à renouveler et à renforcer l'attrait, s'il le fallait, l'attrait touristique de ce lieu. Donc, l'aménagement d'un jardin, c'est pas une œuvre d'art in abstracto. On a affaire à du vivant, on a affaire à un site, on a affaire à un sol qui a des qualités particulières. Ceux d'entre vous qui sont jardiniers le savent bien. On a affaire à un climat avec lequel il faut composer, avec une topographie. Donc tout cela contraint énormément ces créations. Il est composé de très nombreux éléments. Les éléments botaniques, qui sont eux-mêmes d'une variété de plus en plus grande. On sait que la découverte de l'Amérique a permis d'acclimater ensuite un très grand nombre de plantes qui ont renouvelé toutes les espèces et variétés disponibles en Europe. Et c'est un lieu où se trouvent bien sûr des allées pour la déambulation, des architectures, par exemple des orangeries, par exemple des gloriettes, des pavillons. C'est un lieu où se trouvent des bassins, des fontaines, des canaux. Donc une très très grande variété d'aménagements à l'intérieur de ces jardins qui demandent la présence de jardiniers, d'architectes, de terrassiers, d'hydrauliciens, etc. Cette histoire des jardins, c'est une discipline assez récente, dont on peut cependant trouver les racines dès le début du siècle dernier, dès le début du XXe siècle, notamment en Allemagne et en Angleterre, avec la naissance de la figure de l'architecte paysagiste. Dès 1899 est créée à New York la société américaine de ce qu'on appelle les Landscape Architects, qui va être favorable aux premières études historiques sur les jardins. Et puis un autre élément, c'est la restauration des jardins historiques qui a suscité des recherches, qui a stimulé la recherche. Et l'un des apports les plus fondamentaux, c'est l'archéologie des jardins que j'évoquais tout à l'heure et dont les bases ont été posées par justement cette landscape archaeology en Angleterre entre les deux guerres et dont l'ambition est de retrouver les différentes strates. Alors c'est la landscape archaeology, donc qui est plus large, qui a une vision plus large que les seuls jardins. Il s'agit de retrouver des traces sous le paysage actuel des paysages anciens et de proposer une histoire dynamique de l'évolution du paysage, parce que sous leur aspect absolument de fausse idée de permanence, les paysages en fait ont connu des évolutions très nombreuses. Et ensuite, appliquées au jardin, ces techniques ont permis de créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie des jardins, qui s'est notamment affinée sur un chantier particulier qui est celui de Pompéi, où dans les années 60, une archéologue américaine, Wilhelmina Jaszczemski, a systématiquement porté son regard sur les jardins de Pompéi pour essayer de retrouver, par la mise en œuvre des techniques de l'archéologie, de stratigraphie, etc., extrêmement scientifiques et extrêmement précises, de pouvoir retrouver l'aspect des jardins, de ces villas, de ces maisons de Pompéi.
Et donc ça a donné lieu à de très nombreux sous-secteurs à l'intérieur de cette archéologie, comme par exemple l'archéobotanique, avec la palynologie, qui est l'étude des grains et des pollens et des spores, la xylologie, qui est l'étude des bois, l'archéocarpologie, qui est l'étude des fruits et des graines en contexte archéologique, et puis bien sûr les relevés stratigraphiques qui permettent de retrouver les zones végétales, puisqu'il n'y a rien de plus évolutif qu'un jardin, dans la mesure que le végétal, c'est du vivant, donc ça évolue. Tous ces travaux permettent de documenter les multiples évolutions et transformations que connaît le jardin dans le temps. Et on voit bien que le jardin, finalement, s'il est patrimonialisé, en tout cas, il ne peut absolument pas être, il peut pas être muséifié. C'est pas possible, c'est du vivant, c'est de l'évolution, et je pense que c'est ce que montrent bien les différentes études qui sont à votre disposition dans cet ouvrage. Il y a aussi un axe qui nous a semblé extrêmement intéressant, c'est le rôle des femmes dans le jardin. Il y a notamment un article plus spécifiquement consacré à ce sujet, parce que malheureusement cette histoire, ça a pendant longtemps été une histoire d'hommes exclusivement. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire l'ouvrage, d'autant plus quand vous aurez entendu Lucie, qui va rentrer un petit peu plus avant dans les différentes études qui sont proposées. Alors, je voudrais remercier tout d'abord les presses universitaires François Rabelais qui ont été très patientes pour l'élaboration de ce volume. Samuel Le Turc vous a dit tout à l'heure 5 ans pour faire le livre, mais en réalité, le colloque a eu lieu en 2010. Et donc c'est bien plus de 5 ans encore. Les premières contributions datent de 2010, et ensuite un certain nombre de nouveaux auteurs ont accepté de participer, notamment des archéologues qui ont pu faire part de leur toute dernière découverte pour appréhender ces jardins et présenter ces jardins sous des angles nouveaux et qui permettent de croiser les approches finalement entre historiens de l'art et archéologues. Alors le livre que vous avez entre les mains se divise en 3 parties qui rassemblent 22 articles. La première partie porte sur les jardins de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, et elle propose de mettre en lumière les traditions médiévales qui perdurent au XVIe siècle, puisque, comme vous le disiez Pascal Liévaux tout à l'heure, l'idée reçue selon laquelle le jardin en France et en Europe porterait un fort héritage italien, une exclusivité italienne, est remise en question en montrant justement toutes les traditions qui peuvent être propres à chacun des pays européens. Ces traditions résident tout d'abord dans l'usage que l'on a du jardin, un jardin où l'on reçoit la cour notamment, où l'on reçoit ses amis, mais où l'on se retire également pour être à l'écart justement de l'agitation de la vie de cour. Le premier article d'Alain Salamagne analyse ainsi les jardins du Louvre de Charles V à travers un certain nombre de sources contemporaines, de témoignages contemporains donc de Charles V, de la fin du XIVe siècle. Et il a pu ainsi mettre en évidence que des jardins privatifs, des jardins du roi, de la reine, étaient accessibles directement depuis l'aile occidentale du roi et de la reine, et qu'ils se déployaient ainsi au pied des logis royaux. Il a pu mettre en évidence même quelles étaient les essences qui étaient plantées, et notamment des milliers de pieds de fraisiers qui constituaient sans doute des bordures et qui montrent que le jardin est un jardin des 5 sens finalement, où tous les plaisirs sont liés les uns aux autres. Ce goût pour la retraite bucolique se manifeste encore à Gaillon ou à Déville au tout début du XVIe siècle. On montre cette continuité entre le Moyen-Âge et la Renaissance, se manifeste donc à Deville ou à Gaillon chez le cardinal d'Amboise, que nous présente notamment Xavier Pagazzani, même si ces grands châteaux, surtout les jardins de Gaillon, sont parfois appelés dans d'autres articles.
Xavier Pagazzani étudie donc en croisant les approches topographiques, textuelles, iconographiques, les jardins, et montre combien ces jardins étaient importants dans la vie de cour que menait le cardinal. Anne de Bretagne, Louis XII à Blois, contemporain du cardinal d'Amboise, donc au début du XVIe siècle, apprécient également le calme de leur jardin à Blois, où ils font édifier un pavillon qui nous est présenté ici par Anna Coquier, qui propose de revenir sur les différents usages de ce pavillon de jardin, qui montre quand même une certaine ampleur, où il y a même une chapelle, et elle a trouvé un certain nombre de mentions qui montrent bien que le roi, la reine vont écouter la messe dans leur chapelle au jardin. Les continuités entre l'époque médiévale et la Renaissance s'observent aussi dans la symbolique des lieux. Une symbolique qui agrémente les paysages, et c'est par ce biais-là que Marie Cassé analyse les jardins, surtout en Normandie. Elle revient notamment sur l'importance des plantations de haute futée, à proximité immédiate des demeures nobiliaires. Des mentions de haute futée donc qu'elle trouve dans les dénombrements de seigneuries, par exemple. Conjointement, elle relève dans l'iconographie de ces châteaux des alignements d'arbres soigneusement élagués et qui participent finalement à annoncer dans le paysage le statut de la demeure qu'ils cachent quelque part. Très grands arbres qui, par leur seule présence, montrent que derrière se trouve un fief, un château d'importance. Cette même symbolique des lieux se constate dans l'intégration au jardin des modes castrales. Et ça, c'est un sujet qui est traité notamment par Xavier Pagazzani, mais que Alain Salamagne a pu constater aussi au Louvre. Donc des modes castrales féodales qui sont conservés et qui sont mises en scène dans le jardin, qui peuvent tenir lieu de retraite finalement aussi dans le jardin, et qui montrent combien le jardin est intégré à la vie du château et à la symbolique du château. Alors, les phénomènes de continuité, au-delà de ces questions symboliques, peuvent aussi s'expliquer pour des questions tout simplement pratiques. À Dubrovnik, anciennement Raguse, Nada Grujic étudie l'aménagement en terrasse, un aménagement qui fait son apparition relativement tardivement en France, plutôt à la Renaissance, mais qui existe de toute ancienneté à Raguse, et elle a pu relever dès le XIVe siècle des occurrences de jardins en terrasse qui s'expliquent tout simplement par la topographie des lieux et qui par la suite perdurent à la Renaissance. Mais il ne s'agit pas d'une innovation de la Renaissance, au contraire, c'est une adaptation et une intelligence finalement vis-à-vis de la topographie des lieux. Les innovations, puisque je viens de vous présenter essentiellement les continuités, les innovations de la Renaissance existent néanmoins. Et elles tiennent essentiellement, c'est ce que nous montrent les différents auteurs, dans l'aménagement, plus que dans les usages, dans l'aménagement des jardins. Tout d'abord, on constate quand même que la place du jardin dans le château, la surface qu'occupe le jardin dans le château, va en grandissant. Et que le végétal prend progressivement le pas sur le minéral. Xavier Pagazzani nous montre par exemple que se développent au XVIe siècle non plus des cours pavées et minérales qui accueillent finalement, qui sont aux abords du château, mais des cours enherbés, un jardin finalement qui introduit dans le château et qui ne va pas prendre le pas sur le véritable jardin, qui se déploie aussi, lui, au revers du château. Ce développement des cours enherbés va avec celui des fontaines, et des fontaines qui sont bien souvent italianisantes, très, très décoratives, avec des motifs de la Renaissance, des marbres venus de Carrare, et progressivement que les sculpteurs français copient ou reproduisent. L'aménagement en carreaux de broderie constitue une autre révolution dans l'art des jardins. C'est Laurent Payat qui scrute notamment l'évolution des motifs de broderie à travers le livre 4 de Sebastiano Serlio.
Il montre que l'impression des planches de motifs brodés participe à la diffusion, à la fortune du modèle, le fait d'imprimer et que les modèles soient plus facilement accessibles explique que dans un premier temps, les grands châteaux se soient emparés de ces modèles et qu'on les retrouve chez des seigneurs plus modestes par la suite. Aux premières broderies donc très géométriques que propose Serlio, se substituent ensuite des broderies à arabesques beaucoup plus souples, dont Bruno Bent notamment étudie le dessin dans les jardins de Louis XIII et Louis XIV à Noisy, et il a pu retrouver un certain nombre de documents iconographiques justement qui témoignent du dessin de ces jardins, des documents qui sont, semble-t-il, très fiables parce qu'il ne s'agit pas d'une toile ou d'une vue qui pourrait être idéalisée, mais de plans, de projets avant et après, et qui nous montrent donc quels ont pu être ces dessins. La deuxième partie du livre porte sur les jardins d'eau de l'époque moderne. L'époque médiévale n'est pas abordée, il s'agit plutôt à la Renaissance, mais on glisse aussi vers le XVIIIe siècle, de présenter 7 études de cas qui illustrent les différentes solutions, les différents aménagements techniques, les multiples inventions qui ont été mises en œuvre entre le XVIe et le XVIIIe siècle dans les jardins et un peu partout en Europe, on va y revenir. Parmi ces innovations, ces inventions, Diane Brochier nous présente le Auger de Cardin de Valence et elle retrace finalement ici la genèse d'une animation de jardin que l'on trouve donc à Chenonceau pour valoriser le carré de Diane de Poitiers. Et elle a notamment retrouvé un certain nombre de documents iconographiques qui montraient une fontaine avec des termes de la main de Cardin de Valence et qui trouvent beaucoup de ressemblances d'ailleurs avec les figures anthropomorphes de la grande galerie de François Ier ici à Fontainebleau. Autre innovation, des nymphées. Et le nymphée est notamment ici dans ce livre présenté par Simon Briand, qui étudie celui du Grand Pressigny. Et alors, le Grand Pressigny, c'est un site médiéval sur lequel il ne revient pas tellement, mais qui montre comment les jardins, finalement, ont investi des sites préexistants et où le jardin, l'eau, finalement, n'avait pas été prévue. Et comment il a fallu installer des centaines et des centaines de mètres de canalisation pour pouvoir alimenter ce nymphée et ses installations. Et il s'appuie, Simon Briand s'appuie notamment sur des fouilles archéologiques qui ont pu mettre en évidence toutes ces dispositions qu'il présente ici de manière très détaillée et qui est vraiment une étude inédite. Les machines hydrauliques, inventées par les plus grands ingénieurs italiens, français et flamands, sont présentées par Piet Lombard, qui étudie les fontaines monumentales du château et du parc du Coudenberg à Bruxelles vers 1600. Il a pu trouver, Piet Lombard a pu trouver un certain nombre, là aussi, de documents textuels ou iconographiques qui permet de restituer finalement quelles ont été les recherches et comment on a réussi à alimenter un parc vallonné qui demandait d'aller contre les niveaux de terrain et d'acheminer ainsi l'eau. Bassins et fontaines, pour agrémenter les entours de l'hôtel de ville de Lyon au XVIIe siècle, sont présentés par Anne Aliment-Verdillon, qui propose une étude très originale, parce que finalement le jardin dans le cadre d'un hôtel de ville qui est soutenu, qui est voulu par la bourgeoisie lyonnaise, n'a jusqu'alors presque jamais été abordé. Anne Aliment-Verdillon est une archéologue qui a donc un œil particulier, qui a fouillé un grand nombre de jardins parmi les plus grands, mais qui cette fois-ci donc confronte sa connaissance de terrain des jardins à l'étude des comptabilités municipales de la ville de Lyon, qui permettent de montrer comment le jardin a été conçu
de manière contemporaine à l'hôtel de ville. Et on a même presque commencé à réaliser le jardin avant l'hôtel de ville pour que le jardin soit prêt à l'usage lorsque le chantier était terminé. À Montpoupon, on a un exemple rare d'aménagement de jardin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où on met en œuvre un canal, une pêcherie, un miroir d'eau pour que le château de Montpoupon, qui est une forteresse médiévale, puisse s'y refléter, pour agrémenter aussi les promenades. Mais ce qui est particulièrement rare pour Montpoupon, c'est d'en avoir gardé tous les projets annotés, qui sont manifestement des projets menés par le propriétaire même des lieux, qui conçoit son jardin. Et les plans portent la mention de chacune des essences qui sera plantée et de la taille du port que l'arbre devra montrer. Et on comprend donc que le jardin est fait pour être vu à la fois depuis les promenades qui sont dans la forêt environnante et puis également depuis les terrasses du château qui dominent ainsi le jardin. À Main-sur-Loire, pour l'évêque d'Orléans, Louis de Charente, ce sont des rivières artificielles qui sont mises en place pour rafraîchir le parc, et une très belle fabrique qui est un des rares exemples de fabrique du XVIIIe siècle, malheureusement pas en très bon état, mais en tout cas dans un état tout à fait authentique, et que nous présente Cassandre Marty. Enfin, pour le célèbre parc de Méréville, qui a été notamment conçu par le peintre Hubert Robert, c'est Cécile Travers qui nous présente tous les aménagements. Une rivière souterraine, des petits ponts, des bassins qui ont été mis en place pour dompter en réalité les eaux d'une zone humide, marécageuse, très difficilement exploitable pour un parc, et que les hommes, les jardiniers, ont su maîtriser avec des aménagements très sophistiqués, des canalisations poreuses par exemple, qui permettent de gérer les différents niveaux d'eau, des bassins de rétention, etc. Cécile Travers, elle aussi, est une archéologue qui a donc mené une étude archéologique, et elle a pu découvrir, c'est assez émouvant d'ailleurs, elle a pu découvrir sous une très maigre couche de terre végétale toutes les petites allées encore en place, damnées par le piétinement des promeneurs de la fin du XVIIIe siècle, et retracer finalement toute la promenade du jardin. La troisième et dernière partie concerne la botanique. Elle est tout d'abord introduite par un chapitre sur la place primordiale que tiennent les agrumes dans les jardins aristocratiques et urbains au XVIe et XVIIe siècle en Allemagne. Iris Lauterbach y montre la véritable fascination que les agrumes exerçaient. Ils sont signes de richesse au point d'être représentés, et c'est ce recueil qu'elle étudie, représentés dans un recueil intitulé « Les Hespérides de Nuremberg », où on voit ces agrumes représentés en lévitation au-dessus des riches demeures entourées de jardins, et qui nous montrent donc toute la symbolique finalement de ces agrumes qui étaient véritablement collectionnés et dont on essayait de démultiplier, de reproduire les plants avec un système d'hybridation qui est très facile chez les agrumes qui ont plutôt tendance à muter justement et à donner des hybrides. Le deuxième chapitre, écrit par Philippe Sellos, présente l'élaboration de la nomenclature botanique. La Renaissance est un moment de volonté de classification des savoirs, de normalisation, et la nomenclature botanique donc est élaborée à ce moment-là. Philippe Sellos se penche sur le De Hortis Germaniae de Conrad Gessner, qui est publié en 1561. Et en décortiquant ce De Hortis, Philippe Sellos montre comment la classification s'est mise en place conjointement à travers l'étude des plantes in situ, mais des plantes qui vont être déplacées aussi, cultivées dans les jardins, et dont on va pouvoir scruter finalement justement les mutations, les caractères récessifs ou au contraire permanents, et ainsi élaborer une classification scientifique.
Cet aspect scientifique de l'étude botanique est complété par la contribution de Perrine Vigroux, qui revient sur les vélins de plusieurs femmes peintres au XVIIe et XVIIIe siècle, comme Madeleine Basseporte, par exemple. Une peintre française, Madeleine Basseporte, qui dessina des plantes rares grâce à ses relations mondaines qui lui ouvraient les portes des plus beaux jardins. Et on voit ainsi comment les femmes ont pu contribuer à la connaissance des plantes avec une sensibilité qui leur est propre, en restant encore au XVIIe et XVIIIe siècle plutôt dans l'ombre des hommes, mais en apportant néanmoins une interprétation, une vision toute personnelle. Le livre croise les approches par l'étude, vous l'avez compris, donc des sources iconographiques, textuelles et archéologiques. L'archéologie tient une place assez importante dans ce livre, et cela permet d'aborder finalement la question de la restitution in situ des jardins, avec notamment la contribution de Maria Chiara Pozzana, qui s'interroge sur la possibilité de recréer un jardin historique. Elle pose différentes questions, comme par exemple, dans quelle mesure peut-on vraiment restituer, ou même faut-il utiliser le terme de restituer ou de restaurer un jardin? Quelles sont les essences à replanter? Est-on en mesure de retrouver les essences qui ont été plantées à l'origine, et doit-on les replanter? Doit-on se baser sur des documents d'archives, finalement, ou sur la perception toute subjective, et elle ne s'en cache pas, c'est même ce qu'elle défend, perception toute subjective de l'esprit des lieux, qui est bien plus en accord avec le lieu, et Pascal Liévaux disait tout à l'heure, la muséification en effet des jardins est tout à fait impossible, et est-elle souhaitable même. Luc Forlivesi présente, pour illustrer le croisement de ces différentes démarches, les jardins de Chambord et leur création récente, en revenant finalement sur les enjeux qui ont présidé à la réalisation de ces jardins, et en présentant un état de la question tout à fait honnête finalement, un état des connaissances des jardins qui ont pu exister dès le XVIe siècle, mais ils étaient de très petite dimension, alors que ceux qui sont recréés sont au contraire à la dimension du château et tout à fait gigantesques. Édouard de Vienne, in fine, expose les principes, un peu dans cette même démarche, qui ont présidé à l'élaboration des jardins de Villandry, où on a essayé de retrouver un esprit hispano-mauresque, sans tellement se soucier de savoir s'il y avait eu des jardins à Villandry, et s'ils avaient vraiment présenté cette forme-là, parce que finalement ce n'est pas la question. La question, c'est de réaliser, de proposer à Villandry des jardins qui témoignent de la réflexion, de la recherche, du regard que l'on peut porter sur le jardin hispano-mauresque. La Fabrique du Jardin offre donc un reflet fidèle de l'état de la recherche internationale sur ce thème, à laquelle participent, vous l'avez compris, les historiens de l'art, archéologues. Pour réaliser le volume, on a lancé un appel à contribution qui a reçu en vérité un véritable succès. On a reçu des dizaines de contributions, parmi lesquelles il a fallu en choisir quelques-unes pour réaliser l'ouvrage. Et tout cela nous laisse apercevoir combien les chantiers inédits restent encore à publier, et qu'on pourrait presque publier un autre volume sur le jardin à l'époque moderne. Je vous remercie. Nous sommes à votre disposition pour des questions si vous en avez. Vote. Non, pas réellement, non. Les grandes boules de cristal.
Non, ça me dit rien non plus. D'accord, mais je ne sais pas si c'est véritablement documenté ou si c'est une évocation de l'esprit du lieu, justement. Alors, les grottes sont évoquées à travers Noisy, parce qu'elles sont documentées à Noisy, et puis le nymphée du Grand Pressigny, oui. Non, il n'est pas. On n'est pas revenu forcément sur des cas d'études très connus. C'était l'occasion aussi de publier des études inédites, et puis. Mais il ne s'agissait pas de faire une histoire du jardin exhaustive, hein, c'est pas du tout le propos. Hein. Le propos, c'est de présenter un état de la recherche à un moment donné, et donc de mettre en avant des recherches qui n'ont jamais été publiées et qui renouvellent le sujet. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a rien dans le livre, hein, mais vous allez trouver aussi plein de choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Oui, mais on pourrait raconter tout ça, mais je vous dis, c'était pas le propos, c'est pas une histoire universelle déjà. Peut-être qu'on s'adresse à un public déjà un peu expert, d'amateur au sens noble du terme. Il y en a beaucoup sur les jardins. Quand on fait un bouquin, on a le choix. Soit on fait une espèce de manuel, on va ramasser finalement ce que l'on sait d'une manière générale sur le jardin d'Armesson. Ça, ces livres, ils existent déjà. On ne va pas refaire des livres qui existent déjà et qui sont d'ailleurs très très bien. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était justement, et en tant que classe universitaire, à Tours, c'était justement de voir la recherche en train de se faire et de voir justement ce que les travaux les plus récents et les plus originaux apportent à des choses qu'on sait déjà. Et justement, on est surpris de cette confrontation entre, je dirais, parce que tout le monde sait, donc on l'a dit, l'Italie, influence et compagnie, mais en réalité, quand on regarde mieux les choses, justement, les derniers travaux montrent qu'il y a autre chose à dire que ce qu'on voit partout. Voilà. Donc on pourrait parler de l'influence, évidemment, de la ici, par exemple, si on veut, mais là, en l'occurrence, en très peu de pages, parce que finalement, Lucie vous l'a dit, on aurait pu en fait, on aurait pu en mettre beaucoup plus, mais le principe, c'est, si vous voulez, c'est de vous proposer un livre qui soit visible, et donc il faut faire des choix, faire des sélections, et donc on ne peut pas parler. Et le jeu de mots sur la fabrique, c'est pas un jeu de mots. À Méréville ? Méréville, les fabriques sont évoquées, et la fabrique la plus inédite et qui est très bien étudiée, c'est celle de Main, par Cassandre Marty, qui est tout à fait extraordinaire et qui a une étude approfondie. C'est-à-dire que c'est à la fois, oui, ça évoque le petit bâtiment dans lequel on se retire au jardin, et en même temps la fabrication, oui, du jardin. C'est aussi une fabrication, c'est une manière, une fabrique de l'espace, une construction de l'espace. Et c'est quelque chose qui est, par exemple, dans les études urbaines, est très utilisé. Et ce qui est intéressant, justement, c'est cette projection sur un espace comme le jardin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres personnes qui voudraient réagir ?
Et l'apport de l'archéologie, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, est vraiment fondamental et on a essayé justement de donner une part relativement importante à cette approche qui renouvelle quand même beaucoup l'histoire du jardin. Et Anne Aliment, qui a écrit un article dans celui qui concerne le jardin de l'Hôtel de Ville de Lyon, a été une des précurseurs de ce mouvement en France. Le travail qu'elle a fait sur Lyon ou le travail... Parce que sinon, elle a fait des choses plus anciennement, déjà dans les années 90. C'est le début. Oui, c'est relativement récent. Absolument. Notamment le jardin d'Olivier de Serres dans son domaine, où elle a pu retrouver, vous savez, le célèbre botaniste et agronome Olivier de Serres, qui a publié un traité qui fait autorité. Elle a réussi à retrouver le squelette du jardin de sa maison. Merci. Et bonne lecture.